On peut souvent passer sa vie à courir derrière des petites urgences. Mais au fond, qu'est-ce qui compte réellement dans nos vies? Et comment faire en sorte que notre quotidien reflète vraiment nos véritables priorités? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. On va aborder l'habitude numéro 3 qui porte sur la gestion des priorités. L'idée derrière cette habitude n'est pas simplement de t'apprendre à gérer ton temps, mais surtout à définir ce qui est vraiment important dans ta vie, de construire des relations solides et durables. Si tu veux comprendre comment mettre en place cette habitude dans ton quotidien et voir les améliorations que ça peut apporter dans ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. L'habitude numéro 3 est le fruit de 2 principes. Vous êtes le créateur de votre vie et vous avez la capacité de concevoir ce que vous voulez devenir. La gestion de soi est le premier pas vers une vie équilibrée. Mais avant de passer à l'action, il est primordial d'avoir une vision claire de ce que l'on veut devenir. Une fois que cette vision est en place, l'habitude numéro 3 a pour rôle de nous guider, de nous accompagner dans l'organisation de notre quotidien en vue de transformer cette vision en une réalité. Il s'agit en fin de compte d'organiser son quotidien pour mettre le focus et surtout donner la priorité aux choses qui comptent vraiment. Voici donc les 4 éléments qui constituent cette habitude. Le premier élément, c'est les relations humaines et l'interdépendance. Dans notre quotidien, les relations que nous entretenons avec autrui sont essentielles pour notre bien-être, mais aussi pour les leurs. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, les liens que nous entretenons avec autrui influencent très souvent sur notre état mental, mais aussi, et très important encore, nos performances. L'interdépendance peut être une source de joie, comme ça peut être une source de frustration. Cela est encore plus important à la maison. Si votre partenaire vous accompagne, est compréhensif, si cette personne n'est pas là pour vous pourrir la vie, vous avez de meilleures chances d'être toujours en bonne santé mentale et émotionnelle, d'être toujours dans de bonne humeur. Mais imaginez si vous vivez dans un environnement toxique, à la fois au boulot et à la maison. C'est toujours la frustration et la tristesse. Pour l'auteur, les incompréhensions que nous avons souvent dans nos rapports avec autrui viennent d'un manque de clarté dans nos attentes les uns envers les autres. Que ce soit dans votre couple ou au boulot, exprimez avec clarté vos besoins, vos attentes. Même si vous avez un chef de projet exigeant, si on vous donne des tâches à réaliser et que vous ne comprenez pas trop le besoin, demandez des explications. Soyez sûr et certain d'avoir bien compris le besoin avant de vous lancer. À la maison, c'est encore plus important. Avec vos enfants, comme avec votre partenaire, expliquez-vous avec clarté. Dites ce que vous pensez et demandez-leur de faire pareil. Ne laissez pas de sous-entendus. Très généralement, quand on dit aux gens de communiquer, la plupart des gens pensent qu'il faut échanger. Non, échanger avec honnêteté. Dire exactement et réellement ce que l'on pense. Souvent, dans nos échanges avec les autres, on préfère dire ce qui peut faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que j'ai envie de dénoncer un comportement de mon partenaire qui ne me plaît pas, mais je crains sa réaction. J'ai peur que si je lui dis ça, s'il est au courant que cela me gêne, ça va le contrarier, ça va le frustrer. Et en conséquence, il ou elle va être malheureux et moi également. Ce n'est pas comme ça qu'on construit des relations durables. Parce que tôt ou tard, ce que tu as au fond de toi va finir par sortir. Le problème, c'est que si ça ne sort pas à temps, si ça sort au moment où ça bouillonne trop, ça peut sortir de la mauvaise manière. Il est très important de savoir et surtout d'être capable d'exprimer ses besoins et ses attentes vis-à-vis de l'autre. Si vous demandez à l'autre personne de faire des efforts, soyez spécifique, soyez précis sur le type d'effort que vous voulez qu'elle fasse. Parce que très souvent, il arrive qu'on ne se comprend pas avec l'autre personne. On pense qu'on est en train de l'aider. Mais elle pense que nous sommes en train de l'envahir. Tu m'étouffes, ça ne veut pas forcément dire que tu es narcissique ou alors tu es nuisible. Non, ça veut dire que tu es trop présent même quand il ne le faut pas. C'est un manque de compréhension. C'est parce que nos attentes n'ont pas été définies avec clarté. On n'a pas demandé à l'autre ses besoins avant d'apporter notre soutien. Quand tu apportes ton soutien alors que l'autre n'a pas besoin de ce soutien, ton soutien peut être mal vu. Parfois, ça peut même jouer contre toi. Soyez honnête et cultivez la confiance dans vos rapports avec les autres. Le deuxième élément, c'est le principe de la délégation. La délégation responsable et la délégation à la yaka. C'est quoi la délégation responsable? Vous connaissez sûrement ce genre de personnes, soit à la maison ou alors dans votre milieu professionnel, qui vous donnent des activités à faire, qui vous confient des choses,
mais ne vous dit pas comment faire. Tout ce que la personne veut, c'est le résultat. Pour l'auteur, c'est ça la délégation responsable. Donner à la personne la responsabilité et la faculté de réfléchir, d'utiliser son savoir-faire et sa capacité de réflexion pour trouver la solution. L'auteur estime que cette méthode favorise l'innovation, la réflexion et l'inspiration. Parce que quand vous donnez à l'autre personne la liberté de réfléchir et de proposer une solution, cela peut avoir deux conséquences. La première, c'est que la personne se sent libre. Elle peut tester plusieurs solutions différentes et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Elle se sent libre d'expérimenter et surtout de tester son propre potentiel et son imagination. D'autre part, vous envoyez un message à cette personne. Vous lui dites « J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. » Et parfois, rien que ça peut faire toute la différence. Les gens parfois, et surtout vos enfants, ont un potentiel illimité. Mais très généralement, votre façon de communiquer avec eux, vos échanges avec eux, vos critiques influencent drastiquement leur créativité. Que ce soit votre partenaire, vos enfants ou dans le milieu professionnel, si c'est vous qui déléguez la tâche, donnez à l'autre la possibilité de réfléchir, d'essayer ses propres solutions. Si elle a besoin de vous, elle peut revenir vers vous. D'ailleurs, l'auteur donne un exemple personnel dans le livre, où il avait confié l'entretien de leur jardin à son fils. Son fils ne savait pas par où commencer. C'était sa première fois de devoir assumer une telle responsabilité. Mais le papa lui avait dit qu'il lui faisait confiance. Une semaine est passée, il n'était toujours pas passé à l'action. L'objectif était de nettoyer d'abord la pelouse et ensuite de l'arroser convenablement pour que ça devienne aussi verte que pour le voisin. Le fils avait échoué. Mais l'auteur, au lieu de venir le réprimander, avait été compréhensif. Il a juste appelé son fils et lui a demandé comment ça allait. Il savait que le fils n'avait rien fait, mais il lui a quand même posé la question si tout se passait bien. La plupart des parents auraient grondé l'enfant. Lui ne l'a pas fait. Il a laissé à l'enfant la chance de s'expliquer. L'enfant a commencé à pleurer. Il a demandé à son papa de lui apporter son aide. Quand l'auteur est descendu sur la pelouse avec l'enfant et lui a montré exactement comment procéder, l'enfant est devenu maître dans l'entretien de la pelouse. Les gens ont besoin que vous leur appreniez comment gérer les choses. Ils n'ont pas besoin que vous leur imposiez votre façon de faire. Le deuxième type de délégation, c'est la délégation à la yaka. Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci. La délégation à la yaka, c'est la délégation des dictateurs, des autoritaires. Vous connaissez sûrement ces personnes-là, soit dans votre entourage ou alors dans le milieu professionnel, qui vous confient des tâches ou qui confient des tâches à d'autres personnes, mais qui s'attendent à ce que la solution soit exactement ce qu'eux, ils ont dans leur tête. Ils ne vous donnent pas la possibilité de réfléchir et de trouver quelque chose. Ils ferment votre créativité et votre esprit et initiative d'innovation. Parce que vous aurez beau être quelqu'un avec un esprit critique, un esprit de créativité et d'innovation, vous n'aurez jamais la possibilité d'exploiter votre potentiel. Ces personnes vous mettent dans une sorte de bulle. Le troisième élément, c'est les comptes affectifs. Je suis sûr et certain que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà les comptes bancaires. Mais est-ce que vous savez qu'il existe aussi un compte affectif? C'est-à-dire un compte que vous alimentez par vos gestes, par vos échanges et par la façon dont vous communiquez avec l'autre personne. L'auteur estime que pour chaque relation que nous entretenons avec autrui, on a toujours un compte que nous alimentons ou alors que nous débitons. Le compte affectif est alimenté par la confiance. À chaque fois que vous êtes honnête avec autrui, que vous posez des actes courtois, respectueux et attentifs, c'est comme si vous étiez en train de faire un versement sur votre compte affectif. Mais à chaque fois que vous vous rendez coupable d'un geste maladroit vis-à-vis d'autrui, soyez sûr que vous êtes en train de débiter votre compte affectif. Le compte affectif, contrairement au compte bancaire, s'alimente très lentement et peut se vider tout d'un coup. Imaginez que votre meilleur ami, quelqu'un avec qui vous vivez depuis toujours, vous avez une totale confiance en cette personne et vice-versa. Un jour, vous êtes victime d'escroquerie de la part de cette personne. On est d'accord que c'est la première fois que cette personne vous trompe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus jamais confiance en cette personne. Pourquoi? Parce que son compte affectif est passé dans le rouge. Ce compte-là existe depuis le jour où vous êtes connu. Cette personne a toujours passé son temps à alimenter ce compte. Pourtant, ce seul geste-là, ce seul comportement maladroit que la personne a eu avec vous a fait en sorte que vous n'avez plus jamais confiance en elle. Plus vous aimez une personne, plus vous aidez la personne à alimenter son compte affectif chez vous. Parfois, vous tolérez des choses. Et si vous tolérez certaines choses, c'est parce que vous n'avez pas envie de débiter son compte affectif.
le doute, les frustrations, tout ça, ça diminue le compte affectif. C'est un débit dans le compte affectif. Parce que plus vous avez des petits problèmes avec l'autre personne, plus l'amour diminue et le manque de confiance s'installe. Ça devient impossible de collaborer et de continuer à coopérer avec cette personne. Vous vous demandez alors sûrement comment je fais pour alimenter mon compte affectif. Comment je fais en sorte que je ne sois jamais dans le rouge pour les personnes auxquelles je tiens le plus. Eh bien, l'auteur donne quelques moyens. Il donne des catégories de versements que vous pouvez faire au quotidien dans votre compte affectif. Le premier versement, c'est de comprendre l'autre. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre les besoins de l'autre. Parfois, ce qui peut sembler être un versement pour vous peut être perçu comme un retrait pour l'autre. Chaque personne a ses propres attentes. Pour quelqu'un qui boit de l'alcool ou alors quelqu'un qui mange le porc, si vous lui servez ce genre de choses, c'est comme si vous faites un versement sur votre compte affectif. Mais imaginez-moi, je ne mange pas de porc, je ne fume pas de cigarettes, je ne bois pas d'alcool. Tu le sais très bien. Pourtant, tu me sers l'alcool, tu me donnes la cigarette, tu me donnes le porc. Je vais me dire que c'est un manque de respect. Vous voyez un peu la différence. Pour quelqu'un d'autre, c'est un bon geste, c'est un versement. Pour moi, ça va être un retrait. Plus vous faites ce genre de choses, plus je vais me dire que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Donc, comprenez d'abord l'autre personne. Soyez sûr et certain que vous connaissez ses besoins. Pour la plupart des parents, c'est ce qui arrive. Ils n'essayent même pas de comprendre les besoins de leurs enfants. Ils veulent déjà donner des conseils. Pour l'auteur, ce genre de conseils étouffe l'enfant. Parce que vous êtes en train de refléter votre réalité, votre façon de voir le monde, à la façon de voir de votre enfant. Imaginez que vous partez sur l'ophtalmo. L'ophtalmo enlève ses lunettes et vous donne directement pour les porter. Il ne vous a pas pris de mesure. L'ophtalmo ne sait même pas c'est quoi la mesure de vos yeux, mais il vous a donné quand même ses lunettes. Est-ce que vous allez porter ces lunettes-là? Non. Et surtout, vous allez être en colère contre l'ophtalmo. Pourquoi? Parce que cette personne n'a même pas pris la peine de savoir c'était quoi vos besoins. Elle vous a donné des solutions qui ne correspondent pas à votre problème. Très généralement, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'apporter parfois des solutions qui ne correspondent pas aux problèmes des autres. Ce genre de choses qui correspondent pour nous à un versement sur notre compte affectif correspond plutôt à un retrait sur la personne à qui nous apportons la solution. Soyez sûr et certain que vous avez bien écouté les besoins de l'autre avant de lui proposer vos solutions. La deuxième méthode de versement, c'est tenir vos promesses. Il y a trop de gens maintenant qui pensent que c'est eux qui sont les plus malins au monde. Ils font tout pour gagner votre amitié. Quand vous êtes suffisamment amis et suffisamment en confiance avec eux, ils vous arnaquent. Pour eux, ils sont plus malins que vous. Ils sont plus intelligents et intellectuellement, ils sont capables de vous manipuler. Pour vous, c'est un geste amical. Vous êtes venu en aide à un ami. Mais pour elle, vous êtes un idiot, quelqu'un de facilement manipulable. Vous n'allez jamais progresser dans vos relations avec les gens si vous ne tenez pas promesse. Quand vous prenez du crédit, remboursez à temps. Quand vous avez un rendez-vous avec une personne, soyez à l'heure. Respectez vos engagements. Une promesse non tenue crée une immense rupture dans la confiance. Chaque promesse doit être pesée avant d'être donnée. Et plus votre réputation est ternie, moins vous avez de comptes affectifs sur tout le monde. À chaque fois qu'il y a des rumeurs contre vous, les gens se méfient de vous. Ceux qui ne vous connaissent pas, mais aussi ceux qui vous connaissent. Et tant que les gens se méfient de vous, votre compte affectif est au plus bas. La troisième méthode, exprimez clairement vos attentes. Cela ne va pas faire fuir les gens. Il y a des gens qui construisent le mariage sur des mensonges. Quand le mariage est construit sur le mensonge, tout le monde essaie de camoufler ses défauts. Les défauts pour vous, c'est comme votre carte d'identité. Ça va finir par sortir un jour ou l'autre. C'est obligé parce que c'est votre façon de vivre. Cela fait partie de vous. Soyez authentique. Ne vous présentez pas aux gens avec un masque. Enlevez le masque. Présentez-vous avec votre vrai visage, avec les valeurs et les principes qui vous définissent. S'il y a des gens qui vous acceptent malgré votre honnêteté, soyez convaincus que vous allez avoir une bonne relation avec ces personnes-là. Même si à la fin ça ne marche pas, les gens vont continuer quand même à avoir du respect et de la confiance en vous. Le quatrième type de versement, c'est l'intégrité. Ne dites pas des choses qui ne reflètent pas la personne que vous êtes. Soyez intègre. Alignez vos actions avec vos paroles. Que ce soit dans les promesses ou n'importe quelle autre interaction avec autrui, soyez authentique et soyez honnête. Le cinquième versement dans le compte affectif,
c'est présenter des excuses sincères. Ça va vous étonner, mais il y a beaucoup de personnes qui détruisent des relations parce qu'ils sont incapables de reconnaître leurs erreurs. Parfois, il y a des relations qui sont vraiment solides. Les gens se comprennent. Il y a une bonne communication. Il y a de l'amour, du respect mutuel. Que ce soit dans l'amitié ou alors dans n'importe quelle collaboration, et même parfois dans le mariage, les gens se respectent mutuellement. Mais l'arrogance, la fierté mal placée empêchent les deux partenaires de se pardonner et surtout de se présenter des excuses mutuellement. Si vous estimez que vous n'êtes jamais fautif, que vous êtes trop fier de reconnaître vos erreurs, vous n'allez jamais avoir un compte affectif stable. Vous pouvez parfois mettre fin à une relation qui vous avait pris des années à construire avec une personne auquel vous tenez. Soyez humble quand vous êtes en erreur et surtout, présentez des excuses sincères quand vous êtes fautif. Le quatrième élément, c'est les lois de l'amour et de la vie. L'auteur estime que la plupart des gens vivent dans une prison émotionnelle et sentimentale. Il y a des gens, quand ils sont séparés d'une personne, toute leur existence maintenant est consacrée à comment détruire cette personne. Ils n'arrivent plus à se reconstruire et à passer à autre chose. C'est ce que l'auteur appelle l'antidépendance. Vous avez une dépendance vis-à-vis de l'autre, sauf que cette dépendance est nuisible. Elle ne vous fait pas progresser, au contraire, elle vous détruit. Elle vous maintient dans un stade émotionnel qui vous empêche d'être épanoui. Les gens que vous détestez, même si ces gens-là sont en tort, même s'ils vous ont fait du mal, ne vont pas échouer parce que vous êtes en colère. Guérissez-vous. Laissez le karma se charger de leur cas. Vous avez une mission, c'est travailler sur vous et réussir de votre côté. Votre objectif ne doit pas être de voir les autres échouer. Très généralement, vous avez trop d'attention portée sur le mal, sur comment faire du mal aux autres, à tel point que vos propres ambitions sont mises sur pause. Vous n'arrivez pas à consolider et surtout à construire des relations solides avec les personnes qui tiennent à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de vivre dans votre passé. Vous êtes toujours en train de vous battre avec des personnes qui ne sont plus dans votre vie. Laissez partir ceux qui ne sont plus dans votre vie. Respectez la présence de ceux qui sont là avec vous. Admirez la chance que vous avez d'avoir des gens qui tiennent à vous autour de vous. La clé pour améliorer vos relations et donner la priorité aux priorités réside dans l'intégrité, la compréhension et l'authenticité. Lorsque vous respectez vos engagements et prenez soin de vos relations, vous nourrissez un environnement propice à la croissance personnelle et collective. Alors commencez dès aujourd'hui à investir dans votre compte affectif. Cette vidéo est le 3e épisode sur ce livre. Étant donné que c'est 7 habitudes, il reste encore 4 autres vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Et surtout, si vous avez aimé celle-ci, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Likez la vidéo et laissez un petit commentaire pour encourager la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater de nos futures vidéos.